Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, on ne vient pas défendre une personne, on vient défendre un principe, l'égalité au travail. Dans nos sociétés modernes, nous aimons croire que le travail est un lieu de mérite, un lieu où chacun et chacune peut réussir grâce à ses compétences. Pourtant, derrière cette promesse d'égalité se cache une réalité beaucoup plus sombre, celle des discriminations. Des discriminations à l'embauche, des discriminations salariales et parfois même des violences psychologiques au quotidien. Ces injustices touchent particulièrement les femmes et les personnes racisées. Commençons par un fait simple, les chiffres. En France, selon l'INSEE, le revenu moyen des femmes reste environ 22% inférieur à celui des hommes. Même à temps de travail équivalent, l'écart persiste. Les femmes gagnent encore près de 14% de moins. Ces inégalités ne sont donc pas seulement des impressions, ce sont des réalités mesurées par des statistiques. Le journal Le Monde rappelle également que les femmes cadres gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes. Mais ces discriminations ne concernent pas seulement le genre, elles touchent aussi les personnes racisées qui peuvent rencontrer davantage d'obstacles dans leur parcours professionnel. Et ces discriminations commencent souvent avant même d'avoir un emploi. Plusieurs études ont montré qu'à CV égal, certaines candidatures reçoivent moins de réponses positives simplement à cause du prénom. Par exemple, selon des études relayées par Le Monde, un candidat avec un prénom perçu comme maghrébin ou africain peut recevoir jusqu'à 2 fois moins de réponses positives qu'un candidat avec un prénom considéré comme plus français. Cela signifie que 2 personnes avec les mêmes compétences peuvent avoir des chances très différentes d'être recrutées. Les femmes peuvent aussi subir des discriminations lors des entretiens d'embauche. Certaines se vont encore poser des questions comme « Est-ce que vous comptez avoir des enfants ?» ou « Comment allez-vous concilier travail et maternité ?» Comme si leurs compétences pouvaient être réduites à leur vie personnelle. Ainsi, l'inégalité ne commence pas avec la carrière. Elle commence avant même le premier jour de travail. Puis vient la question du salaire. La loi française affirme pourtant depuis 1972 un principe simple, à travail égal, salaire égal. Mais dans la réalité, cet objectif n'est pas encore atteint. Pourquoi ? Parce que les femmes accèdent moins souvent aux postes les mieux payés. Parce qu'elles ne sont plus nombreuses dans des métiers moins valorisés. Et parce qu'il existe encore ce que l'on appelle le plafond de verre, une barrière invisible qui empêche souvent les femmes d'accéder aux postes de direction et d'y haut placés. Mais il existe aussi d'autres formes d'inégalité moins visibles. Selon une enquête du Défenseur des droits, près d'une personne sur 3, d'origine étrangère ou perçue comme telle, déclare avoir déjà subi une discrimination dans sa vie professionnelle. Ces discriminations peuvent prendre différentes formes, des refus de promotion, des remarques sur l'origine ou sur l'accent, ou encore une mise à l'écart dans certaines équipes. Certaines personnes expliquent aussi qu'elles doivent faire plus d'efforts pour prouver leurs compétences. Et lorsqu'on est à la fois une femme et une personne racisée, les difficultés peuvent être encore plus grandes. Une femme racisée peut subir 2 formes de discrimination en même temps, celle liée à son genre et celle liée à son origine. On appelle cela la discrimination intersectionnelle. Et pourtant, comme le rappelle l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit au travail. Mais il y a encore une autre réalité dont on parle moins, les violences psychologiques, les remarques sexistes, les blagues humiliantes, les stéréotypes. Selon certaines enquêtes reliées par Codec, plus de 70% des femmes disent avoir déjà entendu des blagues sexistes dans leur entreprise. Les personnes racisées peuvent aussi être confrontées à des remarques racistes ou à des stéréotypes, parfois présentés comme de simples plaisanteries. Mais répétées chaque jour, ces paroles créent un climat de travail difficile et injuste. Elles peuvent faire perdre confiance en soi, elles peuvent pousser certaines personnes à se taire et parfois même à quitter leur emploi. Cela veut dire que dans beaucoup d'entreprises, dans de nombreux bureaux et services, des personnes travaillent encore dans un environnement où tout le monde n'est pas traité de la même manière. Alors la question que je pose aujourd'hui est simple. Comment pouvons-nous accepter qu'au XXIe siècle, dans des sociétés qui se disent égalitaires, le genre ou l'origine puisse encore influencer une carrière ? Le travail devrait être un endroit où chacun peut évoluer et réussir. Mais tant que ces discriminations persisteront, le monde du travail restera un lieu d'injustice. Et l'injustice, mesdames et messieurs, n'est jamais une fatalité. Nous pouvons la refuser, en dénonçant les discriminations, en appliquant réellement les lois et en changeant nos mentalités. Car l'égalité au travail n'est pas seulement une question d'argent, c'est avant tout une question de justice. Et une société juste ne peut pas tolérer que la valeur d'un individu soit déterminée par son genre ou par sa couleur de peau. Je terminerai par ces mots. L'égalité au travail n'est pas un privilège à accorder, c'est un droit fondamental à garantir. Merci. Bonjour, comment puis-je vous aider? Tout le monde connaît cette phrase. Tout le monde a déjà entendu cette phrase. Tout le monde a déjà vu cette phrase.
Et je suis sûr que vous avez déjà utilisé cette phrase. Après Le Monde, depuis le lancement de ChatGPT en 2022, là c'est devenu une course. On en trouve partout, dans nos téléphones, par exemple dans la retouche photo. Et cette omniprésence de l'IA résulte dans des progrès technologiques dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de la médecine, où l'intelligence artificielle permet d'analyser des radios plus facilement, de gérer des opérations seules. Mais malgré ces progrès, l'IA n'est pas forcément un bienfait garantissant la sécurité et l'intimité des personnes. D'après l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection et de la loi contre de telles émissions ou de telles atteintes. Ainsi, l'IA est-elle une menace ou un progrès pour l'avenir de l'humanité et de ses libertés? Nous allons diviser cette plaidoirie en 3 axes, une sur les enjeux écologiques, une autre sur les enjeux politiques et économiques, et une autre sur les enjeux sociaux. Premièrement, l'IA est une menace pour la planète. Les IA sont très énergivores. D'après Alternative économique de mars 2025, les recherches classiques des IA génératives consomment 6 fois plus qu'une requête Google normale. Générer des images avec ChatGPT consomme autant d'énergie que la recharge complète d'un smartphone. Mais ces IA ne marchent pas seuls, il leur faut notamment un centre de données. Et les centres de données des intelligences artificielles et de la crypto-monnaie ont consommé en 2025 2% de la production énergétique mondiale. Et ça risque de doubler en 2026. Mais ce que je viens de vous raconter, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Parce que l'IA n'a pas seulement besoin d'énergie et de centres de données pour fonctionner, il leur faut notamment de l'entraînement. De l'entraînement et énormément d'entraînement. Si on prend l'exemple de l'entraînement de ChatGPT 3, ça a produit 550 tonnes de CO2. Ça équivaut à 500 allers-retours New York-San Francisco en avion. Ça équivaut à 10 fois plus qu'une voiture américaine de la fabrication à la casse. Et on ne parle même pas de l'eau, des tonnes d'eau par jour qui sont utilisées pour laver le silicium, qui est un composant essentiel des puces électroniques. Donc ça fait fortement augmenter le prix. Ainsi, étant un problème majeur au niveau écologique, l'intelligence artificielle est un enjeu important au niveau économique. L'intelligence artificielle est devenue ces temps-ci un véritable enjeu économique. Fin 2024, les géants de l'IA, Google et Amazon, se sont lancés dans une course à l'investissement, faisant ainsi quintupler les prix de ces technologies. Je me doute que ça n'intéresse pas tout le monde ici. Mais si je vous dis que cette même IA représente un vrai danger pour votre futur. En effet, d'après le Fonds monétaire international, 60% des emplois fin 2024 étaient menacés par l'IA générative. Et près de la moitié d'entre eux, aujourd'hui, sont déjà remplacés. L'intelligence artificielle peut donc créer du chômage et nuire à l'économie d'un pays. Ironique, non, quand on voit ce même pays investir des milliards dans cette même IA. Selon Irénée Regnault, spécialiste en intelligence artificielle, l'IA aurait mis en place un capitalisme écologique, économique, qu'il qualifierait même d'impérialisme de l'IA. Posséder l'intelligence artificielle devient comme posséder la bombe atomique en 1960. Flippant, non, comme parallèle. Vous ne trouvez pas? Oui. L'intelligence artificielle n'est pas seulement un enjeu économique, mais surtout politique. La technologie est partout, celui qui la contrôle tout. L'IA peut donc devenir un véritable outil de pouvoir. Il devient possible de surveiller, voire contrôler une population. Regardez en Chine avec le crédit social sous la République démocratique chinoise. Mais c'est super loin la Chine, non? Oui, c'est loin, mais il y a déjà des caméras partout en France et à Paris, prêtes pour une intégration de l'IA. Ce n'est plus une dystopie, cela devient une réalité. Maintenant, avec les outils de génération d'images, de sites internet, de fausses identités même, il devient facile de manipuler l'opinion. Des informations fake news vont devenir virales sur les réseaux sociaux et être publiées des millions de fois, influençant ainsi des millions de personnes. On a tendance à croire l'IA car elle arrive à faire des choses surhumaines. L'IA devient une source. Cependant, l'IA est possédée par des entreprises privées et ces entreprises privées qui la contrôlent peuvent vous faire penser ce qu'elles veulent. L'opinion publique peut être ainsi manipulée et cette intelligence artificielle devient un danger pour la démocratie et nos libertés. La liberté d'opinion et de pensée, par exemple. Alors, dans un monde où la frontière entre le réel et le faux nous semble de plus en plus floue, comment faire confiance à ce que nous voyons ou entendons?
Alors, excusez-moi. Alors, comme on a pu le voir, l'IA, elle a beaucoup de dangers. Mais nous, on va se concentrer sur la partie la plus importante et sur laquelle on veut se concentrer. L'article qui est brisé, c'est l'article 12. Aucune immixtion arbitraire dans la vie privée. Alors oui, techniquement, on l'a accepté. Récemment, vous avez tous pu voir sur certains réseaux sociaux que vous avez une nouvelle politique de confidentialité. Très peu la lisent, mais ceux qui la lisent peuvent savoir. Maintenant, ce que vous postez, ce que vous envoyez, vos messages privés parfois, peut être examiné et utilisé pour développer l'IA. Sauf que l'IA, parfois, elle est possédée par des entreprises privées, qui ont donc accès à toutes vos données. Alors oui, on l'a accepté. Techniquement, ça ne vise pas les règles. Sauf que, si on y réfléchit bien, cette politique, on n'a pas le choix de l'accepter. Si on ne l'accepte pas, on utilise tous les réseaux sur lesquels elles sont. Ça peut paraître bien, mais problématique, parce qu'aujourd'hui, tout passe par l'informatique, tout passe par les réseaux, et ne plus en avoir, ça revient à manquer beaucoup d'opportunités. Il y a certains domaines où il est obligatoire de faire partie d'un groupe. On voit de plus en plus être obligatoire sur un groupe WhatsApp pour communiquer avec ses collègues, ou encore avoir un réseau pour pouvoir suivre telle ou telle personne. Refuser cette politique, c'est comme se couper un peu du monde d'aujourd'hui. Et c'est là que c'est problématique. Parce que ça, on n'a pas le droit de l'accepter. On n'a pas le droit de refuser. Le problème, c'est que l'IA a collecté toutes ces données en seulement 30 minutes passées sur un réseau social. Elle sait tout, vos centres d'intérêt. Elle peut même identifier votre âge, votre genre, votre métier, tout sur vous. Alors on peut se demander qu'est-ce qui va se passer si l'IA elle continue à avoir de plus en plus accès à nos informations. On sait que maintenant, sur nos mobiles, on va bientôt avoir nos identités numériques, c'est déjà le cas. On a tout dessus. Si l'IA, elle a accès à toutes nos données, il faut bien y réfléchir. Est-ce que c'est encore nous qui l'avons accepté? Est-ce qu'on l'a fait par choix réellement ou parce qu'on était obligé pour pouvoir continuer à vivre dans cette société? Alors là, on est dans un monde où l'IA a accès à tout. Nos noms, nos prénoms, nos adresses parfois. Elle a accès à notre âge, nos centres d'intérêt. Notre IA, elle va bientôt nous connaître mieux que nos conjoints. Alors combien de temps est-ce qu'il va falloir avant que l'IA elle nous connaisse mieux que nous-mêmes? Toutes les nuits, il me bat. Parfois, il se réveille et veut m'étrangler. Il me bat tous les jours, il est sauvage. Il a également pris de nombreuses vidéos de moi nue et a menacé de les publier si je fuyais à nouveau. Voici le témoignage d'Ela, 25 ans, une femme afghane violée, frappée et torturée par son mari. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas réunis ici pour établir un simple constat, mais pour dénoncer l'un des plus grands naufrages des droits humains de notre siècle, la déshumanisation des femmes qui ont perdu tous leurs droits en Afghanistan. Depuis le 15 août 2021, depuis le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, un peuple souffre. Mais plus encore, une moitié entière de la population est réduite au silence, les femmes et les filles. Celles qui hier encore étudiaient, soignaient ou gouvernaient sont aujourd'hui méthodiquement réduites au silence. En quelques mois, des décennies de progrès ont été effacés. Des droits que l'on pensait gravés dans le marbre de l'histoire ont été effacés, transformant le quotidien de millions de jeunes femmes en une prison à ciel ouvert. Il est nécessaire de rappeler au monde ses propres promesses. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Elle affirme dans son article 2 que chacun peut se prévaloir de tous les droits et libertés, et surtout sans distinction de sexe. Là-bas, ces principes ne sont plus respectés. De véritables crimes contre l'humanité sont organisés. Aujourd'hui, à travers nos voix, ce sont les leurs que nous devons entendre. Depuis 2021, les filles en Afghanistan n'ont plus accès à l'école ni à l'université. Des millions de filles sont donc brutalement privées de leur droit le plus fondamental, celui d'apprendre. Or, comme l'affirme la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 26, toute personne a droit à l'éducation. Pourtant, ce droit universel est ici bafoué. Comme en témoigne Zeynab, de 16 ans. Chaque fois que je replonge dans mes anciens manuels scolaires, je fonds en larmes. Je réalise à quel point l'école, mes amis et mes professeurs me manquent. Depuis mars 2022, elle ne peut plus aller à l'école. Aujourd'hui, plus de 2 millions de filles sont exclues du système éducatif. Mais ce ne sont pas seulement des chiffres. Ce sont des vies, des espoirs, des ambitions réduites au silence. 2 millions de rêves interrompus. L'école, car nous le savons, l'école, comme maintenant, ne sert pas seulement à apprendre, à lire ou à écrire. Elle permet de comprendre le monde, de développer son esprit critique et surtout de devenir libre. Priver une fille d'éducation, c'est lui refuser l'autonomie, l'indépendance et la possibilité de choisir son avenir. C'est la condamner à une vie de dépendance où elle ne peut ni décider pour elle-même, ni défendre ses droits. Ainsi, derrière cette interdiction,
Ce sont des millions de vies mises entre parenthèses, des rêves brisés et des voix réduites au silence. Au-delà de l'éducation, les femmes sont aujourd'hui privées du droit de travailler. Par une succession de décrets liberticides, les femmes ont été arrachées à leur poste, exclues des administrations et bannies des organisations internationales. Pourtant, leur rôle au sein des ONG était le dernier rempart contre la détresse et la famine. En les chassant, les talibans n'ont pas seulement brisé des carrières, ils ont coupé tous les fils de la solidarité humaine. Cette exclusion massive les empêche de participer à la vie économique et sociale de leur pays. Dans certains secteurs, comme les médias, la situation est encore plus alarmante. Environ 80% des femmes ont perdu leur emploi, mais aussi leur droit à la parole en société. Cela signifie que leurs voix disparaissent peu à peu de l'espace public, comme si leur opinion n'avait plus de valeur. Marou, employée municipale depuis 10 ans, raconte ce matin où tout a basculé. Le matin du décret, je me suis présentée à mon bureau comme je le faisais depuis 10 ans. Les hommes armés m'attendaient à la grille. Ils m'ont crié dessus, me traitant de pécheresse. L'un d'eux a pointé son arme sur moi et m'a dit « Si tu remets les pieds ici, ce sera ta dernière journée sur Terre. » Voilà comment on efface une femme de l'espace public, par la force, par l'insulte et par la peur. Les conséquences sont sans appel. Sans travail, elles basculent dans une précarité absolue où leur survie dépend désormais du bon vouloir d'un tuteur masculin. Or, nous le savons tous, travailler, ce n'est pas seulement percevoir une rémunération. Travailler, c'est exister socialement. C'est être reconnu comme un membre à part entière de la communauté. C'est avoir le pouvoir de bâtir son propre destin. Retirer ce droit, ce n'est pas une simple mesure administrative. C'est un crime contre la dignité humaine. De nombreuses jeunes filles sont aujourd'hui contraintes à des mariages précoces et forcés, ce qui leur enlève toute liberté de choix. Elles ne décident ni du moment, ni de la personne avec qui elles vont partager leur vie. Leur avenir leur est imposé, sans même qu'elles ne puissent s'y opposer. Elles se retrouvent ainsi privées d'opportunités, enfermées dans un quotidien qu'elles n'ont même pas choisi. Mais au-delà de l'école, c'est toute leur enfance qui leur est enlevée, une période essentielle pour apprendre, grandir, se construire et même rêver. Ces jeunes filles sont alors plongées trop tôt dans des responsabilités d'adultes sans préparation ni consentement. Trouvez-vous normal qu'à 17 ans, Amida ait déjà 3 enfants, ou que Latifa soit mariée à un homme de 30 ans alors qu'elle n'a que 13 ans? Elles deviennent dépendantes, perdent leur autonomie et leur capacité à décider pour elles-mêmes. Ainsi, ces mariages ne sont pas de simples traditions, ce sont de véritables atteintes à leurs droits fondamentaux, à leur dignité et à leur intégrité. Enfin, l'accès aux soins et l'aide humanitaire est aujourd'hui fortement limité, surtout en particulier pour les femmes. Cette situation devient encore plus marquante lors de crises, comme le séisme du 21 août 2025, qui a causé la mort de nombreuses personnes et plongé des familles entières dans la détresse. Nous savons bien que dans ces moments d'urgence, le manque d'organisation complique fortement l'intervention des secours. Mais ce sont les femmes qui en subissent les plus graves conséquences. En raison des contraintes sociales et des interdictions, elles ont plus de difficultés à accéder aux soins, à être prises en charge ou même à être secourues à temps. Certaines ont été laissées sans aide, parfois même dans les décombres, alors qu'elles étaient encore en vie. C'est ce qu'a vécu Amina. Coincée sous les ruines de sa maison, elle a vu les secours hésiter à l'approcher parce qu'elle n'était pas accompagnée de son tuteur. Elle raconte « J'étais coincée sous les décombres avec mes 2 enfants. Les secours sont arrivés, mais c'étaient des hommes du village voisin. Certains hésitaient à entrer dans les ruines de ma chambre parce que j'étais seule, sans mon tuteur, et que je n'étais pas couverte correctement à cause de l'accident. Cette réalité montre à quel point les inégalités peuvent devenir mortelles. Pourtant, comme le rappelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun a droit à la protection de sa santé et ne doit pas subir de traitements inhumains ou dégradants. Or ici, ces droits sont clairement bafoués. L'accès au secours devrait être immédiat et égal pour tous. Mais lorsque les femmes sont mises de côté, c'est une partie entière de la population qui est abandonnée. Et cela ne devrait jamais être toléré dans une société qui se veut juste et humaine. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous ne sommes pas ici pour vous demander une faveur. Nous sommes ici pour vous rappeler un principe fondamental. Les droits humains ne se négocient pas. Ils appartiennent à chacun, partout, sans exception. Et pourtant, aujourd'hui encore, ils sont bafoués. En Afghanistan, les femmes sont privées de libertés essentielles. Elles ne peuvent plus travailler, ni étudier, ni parfois simplement exister dans l'espace public. On ne leur enlève pas seulement des voix, on leur enlève une voix, une place, une visibilité. Mais malgré cela, elles résistent. Dans l'ombre, dans le silence, dans chaque geste du quotidien, elles continuent d'affirmer leur dignité. Alors, une question se pose. Que faisons-nous? Car détourner le regard, c'est déjà accepter. Se taire, c'est laisser faire. Les droits humains ne peuvent pas être universels seulement quand cela nous arrange. Sinon, ce ne sont plus des droits, mais des privilèges. Et un monde où les droits deviennent des privilèges est un monde où les qualités disparaissent. Nous avons une responsabilité.
Pas celle d'imposer, mais celle de soutenir. Pas celle de parler à leur place, mais celle de faire entendre leur voix. Car lorsqu'une femme est privée de liberté, c'est toute la société qui recule. Alors, serons-nous à la hauteur de leur courage, à la hauteur de nos propres valeurs? Nous voulons croire que nous choisirons la solidarité plutôt que l'indifférence, la dignité plutôt que le silence, la justice plutôt que l'oubli. Car défendre les droits des femmes afghanes, ce n'est pas seulement les soutenir. C'est défendre ce que nous sommes. C'est affirmer que la liberté et l'égalité ne sont pas des options, mais les fondements indispensables d'un monde plus juste et plus humain. Merci. Mesdames, Messieurs, je vais vous parler de l'absence d'égalité face à la loi avec un plaidoyer intitulé Liberté, Égalité, Adélphité. L'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que femmes et hommes sont égaux devant la loi. Mais a-t-on déjà demandé à un homme comment il était habillé suite à une agression? Étrangement, c'est toujours pour les femmes, mais la tenue était-elle provocante? Êtes-vous sûr d'avoir dit clairement non? Une femme et un homme ne seront pas traités de la même manière face à une agression. En effet, face à une violence sexuelle, le système judiciaire demande souvent aux femmes des preuves matérielles impossibles à fournir. Pour d'autres crimes, le témoignage est traité très différemment, ce qui confirme mon impression. La France ne veut pas vraiment changer les choses, ne traitant pas le problème des violences sexuelles comme réellement important. Le système français favorise les hommes et leur carrière. Le système pousse indirectement les femmes à s'arrêter plus longtemps pour s'occuper des enfants. Ces interruptions et les temps partiels, jamais vraiment choisis, créent des trous dans leur parcours. Au moment de la retraite, ces absences se traduisent par moins de trimestres cotisés et des salaires plus bas, ce qui donne aux femmes des pensions bien inférieures à celles des hommes. La loi dit « à travail égal, salaire égal », mais je crois que rien n'est plus hypocrite que notre système patriarcal stéréotypé, car la ségrégation professionnelle et le plafond de verre limitent les femmes dans leur accès dans les hauts postes. Les biais persistants freinent leurs négociations salariales. Alors non, je n'arrêterai pas de me battre, car en France ou dans n'importe quel pays, l'égalité homme-femme n'est toujours pas acquise. Battons-nous au nom de ces femmes qui ne peuvent pas le faire, battons-nous pour ces femmes réduites au silence, battons-nous pour ces femmes mortes lors de féminicides. Éduquez vos fils plutôt que protéger vos filles. Pourquoi ce serait à nous, les femmes, d'apprendre à nous protéger face à un homme, à nous de nous adapter à eux? J'aimerais un monde dans lequel chaque femme peut s'habiller comme elle veut, un monde dans lequel aucune femme n'aurait peur de marcher seule dans la rue le soir, un monde où un homme n'aurait rien à dire à propos du corps des femmes, mais malheureusement ce n'est qu'une utopie. Nous n'avons pas d'autre choix que de protéger nos filles. Statistiquement, depuis que je parle, une agression sexuelle a eu lieu, certainement sur une femme, étant donné qu'elle représente plus de 90% des agressions. Cette femme a le courage d'aller porter plainte. L'agresseur n'aura très certainement aucun ennui, car 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol donnent lieu à une condamnation. Il n'existe pratiquement aucune loi qui contraint le corps des hommes, pas d'obligation médicale, interdiction de contraception masculine. À l'inverse, de nombreuses lois régissent, limitent ou interdisent l'accès à l'IVG, plaçant le corps des femmes sous le contrôle de l'État. Un État comme la France, dans lequel le Parlement ne comporte que 36% de femmes, ce qui me paraît bien peu pour voter des lois qui concernent directement elles et leur corps. L'avortement a été pénalisé depuis seulement 51 ans. La loi Veil datant de janvier 1975, un droit par ailleurs menacé quand on voit qu'en janvier 2025, 4300 personnes selon la préfecture, 15 000 personnes selon les organisateurs étaient présentes lors d'une manifestation anti-IVG en France. Adèle Haenel a dit que la justice ignore les femmes. Effectivement, la justice choisit de fermer les yeux sur la parole des victimes, faute de preuves jugées suffisantes, souvent par un manque d'investigation sérieuse dès le départ. Beaucoup de viols sont requalifiés en agressions sexuelles pour être jugés correctionnellement plutôt qu'aux assises pour gagner du temps et de l'argent. En faisant cela, la justice réduit la gravité du crime pour fluidifier les procédures administratives. Elle ferme les yeux sur la réalité du traumatisme pour privilégier la gestion de ses propres stocks de dossiers. Il y a aussi une incompréhension du mécanisme d'emprise. La justice peine encore à intégrer les concepts de sidération psychique ou d'emprise. La police reproche souvent aux victimes de ne pas s'être débattues ou d'être restées avec leur agresseur. En ignorant ces mécanismes neurologiques et psychologiques pourtant prouvés scientifiquement, la justice ferme les yeux sur la réalité biologique du traumatisme.
La justice n'est pas aveugle, elle voit les choses mais préfère fermer les yeux. Nous, les femmes, sommes toujours trop ou pas assez, trop provocantes ou pas assez féminines, trop pensées ou pas assez réservées. La société veut nous ranger dans les cases, elle veut qu'on se conforme à ces normes, les mêmes normes qu'on nous apprend depuis petite. Mais quand on sort de ce système qui nous opprime, quand nous, les femmes, osons s'assumer pleinement, les masculinistes et leurs adeptes se sentent menacés. Ils se disent s'opposer au féminisme comme si les femmes étaient un danger pour la société. Nous parlons là de vouloir l'égalité des genres en droit et en pratique, une égalité qui ne devrait pas être débattue et encore moins par des hommes. Il y a une étude qui a été révélée par Le Monde en décembre 2025 sur 1528 hommes français de 16 à 34 ans. Elle révèle des chiffres qui, je pense, méritent d'être entendus. 58% jugent que le féminisme va trop loin, comme si vouloir l'égalité en genre est trop demandé. 46% regrettent que les hommes ne soient plus assez virils. 42% considèrent qu'un homme qui multiplie les partenaires est un séducteur. 38% qu'une femme qui en fait de même ne se respecte pas, ne respecte pas son corps. 57% trouvent qu'on parle tellement du consentement qu'on finit par faire culpabiliser les hommes. Cependant, un homme qui culpabilise vis-à-vis du consentement a donc quelque chose à se reprocher. 38% estiment qu'un homme ne peut être tenu responsable si la femme ne dit pas explicitement non. Déjà, le explicitement est à mon avis très problématique. En effet, pour ces hommes, si la femme ne dit pas non de manière claire, c'est oui. Si elle n'est pas apte à répondre, c'est oui. Des propos effectivement extrêmement graves qui mériteraient clairement une sanction juridique. 32% de ceux qui connaissent des contenus masculinistes ont déjà tenté de mettre en pratique certains conseils pour devenir un homme meilleur. Mais alors, pour un masculiniste, devenir un homme meilleur, c'est quoi ? Par exemple, Kylian Sensei, 196 000 abonnés sur YouTube, donne des conseils pour devenir l'homme qu'elle désire toutes, un homme supérieur. Il vend également des formations pour devenir, je cite, un mâle alpha. Par exemple, un de ses conseils est de juger le body count des femmes, donc le comptage de leurs partenaires sexuels. D'après lui, ça permettrait aux hommes de distinguer les femmes respectables de celles qui ne le sont pas. Alors bien sûr, avec du recul, sans faire certains ont compris, je veux dire, qui écoute vraiment ce genre de conseils? Mais en fait, énormément de personnes, d'autant plus que énormément de jeunes sont sur les réseaux sociaux, et même sans parler d'enfants, tout le monde est plus ou moins influençable, donc plus il y aura ce genre de propos banalisés, plus les gens vont y croire. Et ce n'est pas normal que l'on puisse dire de tels propos sans avoir aucun ennui par la suite. Liberté, égalité, fraternité, la devise et les valeurs de la France. Mais la vérité, c'est qu'on ne l'est pas tous libres dans ce pays, et encore moins égaux. Je parle aujourd'hui des femmes, mais il n'y a pas que nous qui sommes concernés par cette hiérarchie. Sans parler du choix assez douteux du terme fraternité, du latin frater, donc frère, un terme ne désignant à l'origine que les hommes. On devrait le remplacer par le mot adelphité, désignant la solidarité entre semblables, qu'ils soient femmes, hommes, non-binaires, un terme donc neutre et plus inclusif. Alors dites-moi, comment espérer en France une égalité de genre quand même sa devise place les hommes sur un piédestal? La devise de notre pays devrait être respectée et renommée liberté, égalité, adelphité. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, après l'horreur des guerres mondiales, on aurait pu croire que certaines tragédies comme la Shoah étaient impossibles à revivre. Et pourtant, encore aujourd'hui, des peuples sont massacrés, des enfants fuient sous les bombes, des génocides se dessinent sous nos yeux. Cette convention impensable redevient possible dès lors que nous cessons de les défendre. À la Ligue des droits de l'homme, il est dit que parler des droits, c'est déjà commencer à les défendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ma camarade ainsi que moi-même allons prendre la parole pour plaider cette cause essentielle. Les États doivent reconnaître que les génocides n'appartiennent pas seulement au passé, mais qu'ils sont encore une menace bien réelle dans notre monde. Refuser de l'admettre, c'est déjà commencer à les tolérer. La Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Organisation des Nations Unies, repose sur des principes fondamentaux que les génocides violent systématiquement. Les génocides violent la dignité humaine et entraînent des traitements inhumains. L'article numéro 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que nul ne doit être soumis à la torture ni à des traitements cruels ou dégradants. Or, qu'est-ce qu'un génocide si ce n'est pas l'organisation méthodique de la souffrance humaine? Les génocides reposent
également sur la déshumanisation. On retire à un peuple sa valeur, son identité, son droit d'exister. On torture, on massacre, on humilie. L'histoire récente l'a tragiquement prouvé. Souvenez-vous du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Plus d'1 million de personnes ont été exterminées en quelques mois dans des conditions d'une brutalité extrême. Un génocide ne commence pas par des massacres, mais par des mots. À la radio, on appelait les Tutsis cafards. Quand on retire l'humanité à un peuple, on prépare toujours le pire. Refuser de reconnaître que ce pire peut encore se produire, c'est ignorer la réalité de la souffrance humaine et abandonner les victimes à l'oubli. Les génocides s'accompagnent souvent de détentions arbitraires et d'enfermements illégaux. L'article 9 stipule que personne ne doit être arrêté ou détenu arbitrairement. Pourtant, avant de tuer, on isole. Avant de massacrer, on enferme, on fait disparaître. C'est le cas des Ouïghours, dans la région du Xinjiang, où des centaines de milliers de personnes ont été enfermées, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Des camps, des arrestations, des disparitions, ce ne sont pas des conséquences, ce sont des signes annonciateurs du pire. Et aujourd'hui encore, certaines populations dans les régions comme le Myanmar ont été enfermées, déplacées ou privées de liberté en raison de leur identité ethnique ou religieuse. Si les États refusent de reconnaître ces dérives comme des signaux d'alerte, ils permettent à ces crimes de se répéter. Le silence et la censure facilitent les génocides. L'article numéro 19 garantit la liberté d'expression et le droit d'informer. Les génocides prospèrent toujours dans le silence. Ils commencent par la censure, la propagande et la répression des journalistes ou des témoins qui tentent d'arracher le monde. Comme par exemple Anna Politkovskaya, réduite au silence car elle dénonçait des crimes. Puis Jamal Khashoggi, lui, on l'a fait taire car il écrivait. Ou encore Gabrielle Ankesh, elle a été abattue car elle parlait. Et de nombreux autres sont réduits au silence au Soudan aujourd'hui. Quand la parole est étouffée, la vérité disparaît. Et quand la vérité disparaît, les crimes, aussi inhumains soient-ils, peuvent continuer sans opposition. Les États ont donc le devoir moral et politique de permettre l'expression libre pour révéler les crimes et protéger les populations menacées. Pendant que le peuple et le monde détournent les yeux, en effet, mesdames et messieurs, les génocides n'appartiennent pas au passé. Ils existent encore. Mais s'ils nous semblent lointains, c'est peut-être parce que nous avons appris. Appris à ne plus regarder. Au Soudan, depuis plus de 3 ans, la guerre détruit tout. Des dizaines de milliers de morts, des femmes violées, des enfants massacrés, près de 11 millions de personnes contraintes de fuir, abandonnant tout sur leur passage pour pouvoir survivre. Oui, 11 millions. Et pourtant, une fois de plus, c'est le silence qui règne. Des villages brûlés, des populations ciblées, des hommes traqués, des femmes traquées. Ce n'est pas une guerre comme les autres. Ce n'est pas un simple conflit. C'est une volonté. Une volonté d'effacer, une volonté d'éliminer. Et cela, mesdames et messieurs, a un nom. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que nul à être soumis à la torture, à des peines ou des traitements qui puissent nuire à autrui. Mais ici, il ne s'agit plus de nuire, il s'agit de détruire. Et face à cela, que fait le monde? Il hésite, il détourne les yeux. Alors combien de fois faudra-t-il répéter l'histoire avant d'avoir le courage de la nommer? Refuser de voir, ce n'est pas ignorer, c'est permettre. Et pendant que nous, on détourne les yeux, l'irréparable, lui, se perpétue. Alors, mesdames, messieurs, reconnaître que les génocides existent encore n'est pas salir l'image des États. C'est au contraire faire preuve de courage et de responsabilité. Ignorer ces crimes, c'est violer la dignité humaine. Tolérer l'enfermement injuste et étouffer la vérité. Les reconnaître, c'est donner une chance. À la justice, à la prévention et à la protection des générations futures. Car un génocide ne commence jamais par des massacres.
Il commence par le déni. Et aujourd'hui, nous avons le devoir collectif de ne plus détourner le regard. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, dans beaucoup de pays en développement, des millions de personnes travaillent dans des conditions très difficiles et clairement inacceptables. Derrière les vêtements que nous portons, Les objets que nous achetons ou encore bien même les événements internationaux que nous regardons, se cachent parfois une réalité qu'on ne voit pas. celle de travailleurs et travailleuses surexploités. On peut alors se poser une question toute simple mais essentielle. Comment pouvons-nous laisser des personnes mettre leur vie et parfois même leur santé en danger simplement pour pouvoir gagner leur vie et parfois seulement survivre? Pourtant, selon l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à des conditions de travail justes et favorables, ainsi qu'à une rémunération équitable lui permettant de vivre dignement. Tout d'abord, il y a le problème des salaires trop bas. Beaucoup trop bas, si je puis dire. Dans certains pays, des personnes travaillent des journées entières seulement pour gagner quelques petits euros. Cet argent ne suffit même pas à se nourrir correctement, À payer un logement. ni même se soigner. Par exemple, dans certaines usines de textile en Asie, les ouvriers gagnent parfois moins de 3 $ par jour. Avec un salaire aussi bas, il est très difficile, voire impossible de vivre dignement. Cette situation va à l'encontre de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être. Ensuite, il y a les horaires de travail très longs, Beaucoup trop long. Dans certaines entreprises, les travailleurs et travailleuses peuvent faire 10 à 12 heures par jour. Parfois 100 jours de repos. Cela est considéré comme abusif et illégal. À force, La fatigue s'accumule, ils sont épuisés stressés. et cela peut provoquer des problèmes de santé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Car nous, non. Et surtout que l'article 24 reconnaît à chacun le droit au repas et aux loisirs ainsi qu'à une limitation raisonnable de la durée du travail. Les conditions de travail sont aussi très souvent dangereuses. Dans certaines usines, Ou certains chantiers, les ouvriers travaillent sans équipement de protection, les machines sont mal entretenues. et les bâtiments ne sont pas toujours sécurisés. Cela provoque des accidents très graves, comme notamment en 2013 au Bangladesh. Un immeuble appelé Rana Plaza, où travaillait une grande majorité de femmes, s'est effondré. Le résultat, Plus de 1100 personnes ont perdu la vie en une seule journée. C'est l'une des pires catastrophes possibles. un autre problème très grave est le travail des enfants. Aujourd'hui encore, on estime à environ 160 millions le nombre d'enfants qui travaillent dans le monde. Beaucoup d'entre eux devraient être à l'école. Mais à cause de la pauvreté, ils sont obligés de travailler pour aider leur famille. Cette situation va à l'encontre de l'article 26 qui affirme que toute personne a le droit à l'éducation. Ces conditions ont aussi un impact important sur la santé. En effet, certains et certaines travailleurs et travailleuses sont exposés à des produits toxiques, À la poussière, ou à des températures très élevées. Entre la fatigue le stress. et les maladies, beaucoup de personnes voient leur santé se détériorer. En plus de cela, beaucoup de travailleurs et travailleuses n'ont même pas de contrat de travail. Sans contrat, ils n'ont presque aucun droit. Leur employeur peut les renvoyer du jour au lendemain, Sans explication, et sans indemnité. cette situation les rend très vulnérables. La peur de perdre son emploi joue aussi un rôle très important. Dans des pays où la pauvreté est très forte, Perdre son travail peut être une catastrophe pour toute une famille. alors beaucoup de personnes acceptent des conditions de travail injustes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le choix. Parfois, on parle même d'esclavage moderne. C'est choquant, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes sont obligées de travailler pour rembourser des dettes ou n'ont pas la possibilité de quitter leur emploi. Selon certaines estimations, près de 50 millions de personnes dans le monde seraient victimes de ce type de situation. Pourtant, l'article 4 affirme clairement que nul ne doit être tenu en esclavage ni en servitude. Un exemple qui a beaucoup fait parler ces dernières années est notamment la Coupe du monde de football au Qatar en 2022. Pour construire les stades, Et toutes les infrastructures nécessaires, des centaines de milliers de travailleurs migrants sont venus de pays comme le Népal, l'Inde ou encore même le Bangladesh. Beaucoup ont travaillé dans des conditions de travail très difficiles, notamment à cause de la chaleur extrême dans ce pays. Certaines enquêtes ont parlé de plus de 6500 décès en 2010 liés aux conditions de travail dans le pays. Enfin, dans beaucoup d'entreprises, la production repose sur une forte pression. Les travailleurs et travailleuses doivent produire toujours plus. et toujours plus. Les cadences sont très élevées et les ouvriers vivent souvent dans un climat de stress permanent. Face à toutes ces situations, il est difficile de rester indifférent.
Derrière les produits que nous achetons, il y a souvent des personnes qui travaillent très dur, parfois dans des conditions injustes. Les entreprises, les gouvernements, mais aussi nous, les consommateurs et consommatrices, avons une responsabilité. Nous pouvons soutenir des entreprises plus respectueuses des droits humains et faire attention à ce que nous consommons. Parce qu'au final, les questions restent essentielles. Est-ce normal que certaines personnes souffrent simplement pour que d'autres puissent consommer toujours plus? Peut-on fermer les yeux simplement parce que cela se passe loin de nous? Leur vie vaut tellement que notre confort. Peut-on parler de justice dans un monde où certaines personnes risquent leur vie pour travailler? Et surtout maintenant que vous le savez, allez-vous continuer à ne rien faire? Entre ce que dit la loi et ce que vivent les travailleurs et travailleuses, le fossé est immense. Alors non, ce n'est pas du travail, mais c'est de la survie. Merci de nous avoir écoutés. Donc voilà les résultats. Le prix de la LDH revient à Lillouen Remouve, Julie Kinkis, Audrey Courtet pour les droits des femmes en Afghanistan. Le prix du lycée revient à Manon Berguin, Mévan Foujou, Tilio Borel, l'intelligence artificielle, progrès ou menace pour l'humanité. Et on a quand même un coup de cœur pour Inata. Voilà. Je voulais quand même sincèrement féliciter tous les élèves qui sont venus sur cette scène. Ce n'est pas un exercice facile. On voit que vos discours ont été construits, réfléchis. Vous y avez mis de vous, dans certaines plaidoiries, il y a un vrai engagement. Vous avez été capable de faire face à toute cette salle. Et donc, vraiment, bravo à vous, à vous tous. Merci à Madame de Boulet, merci à Madame Sauveur, Madame Parlé, et puis à l'équipe de la Ligue des droits de l'homme de nous avoir accompagnés dans cette belle expérience. Mais bravo à vous. Je rappelle quand même que le prix LDH, donc Lillouen, Julie et Audrey, vous représenterez votre plaidoirie le 28 avril prochain à l'ODH, en compagnie de 10 autres plaidoiries, puisque au total il y aura 11 lycées bretons, Ille-et-Vilaine, Côte-d'Armor, Morbihan et Finistère, qui auront fait le même travail qu'ici, c'est-à-dire sélectionner une ou des représentants de leur lycée. Donc nous réécouterons votre plaidoirie sur les droits des femmes en Afghanistan. Il apparaissait normal que toutes celles et tous ceux qui ont travaillé, qui ont préparé, qui ont réfléchi, qui ont écrit leur plaidoirie et qui l'ont présenté, mais qui n'ont pas été retenus par le jury, reçoivent aussi une petite, bien que c'est un mot que je n'aime pas trop, une petite récompense. On va offrir un diplôme que vous pourrez afficher dans votre chambre, il n'y a aucun problème, et une place d'entrée au cinéma Le Chateaubriand.